Avertissement. Dans cet épisode, on décrit des mesures de contrôle en psychiatrie, principalement la contention chimique. On parle de détresse psychologique, de surconsommation d'alcool, de toxicomanie, de propos sexistes et d'humiliation du corps ou body shaming. Pour recevoir de l'aide ou de l'écoute, on vous invite à consulter les ressources dans la description de l'épisode. Je m'appelle Catherine et voici Plein notre casque, un balado d'Action Autonomie. Aujourd'hui, on rencontre une personne qui a choisi de rester anonyme. C'est pourquoi vous entendrez un bip sonore à certains moments. Cette personne a vécu des mesures de contrôle abusives à plusieurs reprises en psychiatrie. Une mesure de contrôle, c'est quand on utilise une force ou une contrainte sur une personne pour la limiter dans ses mouvements. À travers le témoignage qu'on va entendre, on va aussi en apprendre plus sur le droit à l'information, le droit de communiquer et le droit d'avoir accès à son dossier médical. Dans la deuxième partie, on rencontre Frédéric Morel, conseiller au collectif en défense des droits de la Montérégie, pour mieux comprendre nos droits et recours quand on subit une mesure de contrôle en psychiatrie. Bonne écoute! Moi, mon nom, c'est... J'ai maintenant 28 ans et j'ai vécu quelques situations qui étaient plus ou moins agréables dans les services en santé mentale. Surtout pendant ma jeunesse, là, vers mes 16 à 20 ans, c'est là que ça a été le plus difficile. Mais aussi récemment, il y a eu d'autres petites situations. Entre mes 16 et 20 ans, j'étais beaucoup dans une dynamique de... j'avais de la difficulté avec ma consommation d'alcool, beaucoup. Donc, je me retrouvais souvent dans des situations où je perdais complètement le contrôle de moi-même. Et c'est arrivé souvent que je pleurais, dans le fond, de façon excessive, que j'arrivais tout simplement plus à m'arrêter de pleurer. Donc, dans ces moments-là, il y avait soit mes proches qui m'amenaient, eux, aux urgences, ou ça m'est arrivé aussi de moi-même aussi d'y aller de mon propre chef, de dire, OK, là, je suis plus capable de me contrôler, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis, dans ces moments-là, que je me suis présentée à l'urgence, qui était donc pas à Montréal à ce moment-là, qui était en région, il y a eu souvent des moments où j'ai eu l'impression, en tout cas, qu'on me manquait de respect. Notamment, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui était que, dans le fond, je suis arrivée à un moment donné, à une soirée, on m'a amenée à l'urgence. Puis là, à ce moment-là, bon, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire que quand tu arrives là, la première chose qu'ils vont faire, qui est un peu étonnant, c'est que tu arrives dans un hôpital. Donc, eux, ce qu'ils font, la première chose, c'est te déshabiller. Il faut que tu sois déshabillé en jaquette, parce que s'ils ont besoin de faire une manipulation, s'ils ont besoin de t'injecter quelque chose, ben t'es déjà toute prête dans ta jaquette. OK, puis c'est pas comme... Ils te disent pas de toi-même te déshabiller, c'est comme c'est eux qui le font. Ben, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas particulièrement coopérante. C'est ça, j'étais pas en état. J'étais vraiment, c'est ça, là, complètement alcoolisée. Donc, je voulais pas, dans le fond, moi, me déshabiller. Là. Mais c'est sûr, en même temps, c'est ça. Moi, je me dis, mais là, je vais pas bien dans ma tête. Pourquoi tu veux que je me déshabille? C'est quoi le rapport, là, tu sais? Puis là, c'est ça. Cette fois-là, c'est 2 infirmiers, donc, qui me déshabillent. OK, puis, c'est des hommes en plus. Oui, c'est des hommes en plus. OK. Puis là, bon, c'est sûr, moi, d'ailleurs, je veux faire cette petite aparté. Il y a des moments où ça se peut que je sois confuse dans mes histoires parce que déjà, de un, c'est ça, c'était des moments où j'étais beaucoup dans l'alcool. Puis c'est des choses qui sont arrivées il y a longtemps, donc des fois, je suis un peu confuse. On te pardonne on complètement. C'est bon. Donc là, cette fois-là, c'est ça, on m'a déshabillée. Là, j'étais trop agitée, tout ça. Donc, à ce moment-là, on m'attache au lit. Puis on m'injecte un tranquillisant, tout simplement parce que c'est ça, là, elle arrête pas de pleurer. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas écouter quelqu'un pleurer pendant des heures, ça se peut pas. Donc voilà, tranquillisant. Est-ce qu'ils ont essayé d'autres stratégies pour te calmer, te réconforter avant là, d'en venir à utiliser une mesure de contrôle?
Pas à mon souvenir. Moi, à mon souvenir, ça a été... À chaque fois que je me suis présentée dans un service, ça a tout le temps été super... on prend de force, là, puis c'est super, genre, dans le contrôle, puis dans... tu sais, on te regarde sévèrement, puis t'es un problème. Puis, tu sais, on t'accueille pas vraiment dans l'empathie, dans ça va bien aller, tout ça. Ouais. C'est vraiment plus dans le stress qu'on t'accueille. Et donc, c'est ça. Fait que là, je fais la nuit dans ce service d'urgence-là, bien hockey par leurs médicaments. Et le lendemain, finalement, après que je sois revenue un peu plus sur Terre, puis que j'aurais été plus en moyen de justement discuter de ce qui s'était passé, tout ça, on m'a tout simplement juste laissé repartir chez moi, sans qu'il y ait aucun suivi de quelque sorte qui se fasse autour de ça. OK. Puis là, moi, à ce moment-là, ben, je continue à être en détresse. Donc, cette même journée-là, je décide de reconsommer de l'alcool. Et le soir même, je me retrouve aux mêmes urgences. OK. Cette fois-ci, est-ce que tu étais allée, si tu t'en rappelles, t'étais-tu allée par toi-même? Non, c'est... non, ça, c'était OK. pas par moi-même. Il me OK. semble que c'était comme ma mère qui avait appelé l'urgence à ce moment-là. OK, d'accord. Puis là, ça, c'est ça qui m'a beaucoup choquée, c'est que c'est les deux mêmes infirmiers qui se retrouvent là que la veille, puis qui me déshabillent donc une deuxième fois. Et il y en a un qui dit à l'autre, au moins, cette fois-ci, elle s'est rasée. Oh, Eux, ils étaient en train wow. de considérer l'état de mes jambes, dans le fond. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, puis moi, à ce moment-là, j'étais super complexée dans mon corps. Tu sais, c'est ça, là, j'avais comme, comme 17 ans. Là, fait que, ben gros de la misère avec comment je me sentais dans mon corps et tout ça. Puis là, qu'eux, en plus, ils commencent à rire de mes poils comme ça. Puis ça m'a vraiment, vraiment troublée c'est ça, de me dire, là, je suis en détresse, je suis en train de pleurer, je sais plus comment gérer mes émotions. Puis en plus, ce qu'on me trouve à me dire, c'est de rire de moi, tu sais. Ouais. Hey, tu fais juste en parler, puis j'ai comme le poil me redresse, là. Comme, tu sais, je me dis, il aurait jamais dit ça à un homme. Mais c'est ça. Là, en ce moment, je suis déjà en détresse, difficulté à me contenir. Puis là, on me rajoute ça. C'est sûr que moi, j'ai pété encore plus une coche à ce moment-là. Là. C'est clair, ouais. Là, eux autres, c'est comme si, ben là, pourquoi qu'elle pète encore plus une coche, nanana. Fait que là, hop, injection de tranquillisant. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Mais là, ça a tellement été une bonne dose là, que je pense que je me suis pas réveillée un bon comme... Je dis 24 heures, là, mais tu sais, peut-être que je me suis un peu comme réveillée entre-temps, mais ça m'a pris du temps avant d'en revenir là, de cette dose-là. Oui. Puis, ben, en plus que, tu es en état de consommation. Oui, oui. Fait que, tu sais, eux autres, c'est quand même bizarre de se dire, tu as déjà comme ingéré une substance qui a un effet comme dépresseur. Oui. Puis là, ils rajoutent d'autres médicaments. Exactement. Tu sais, je me dis, c'est pas dangereux, ça. En tout cas, j'espère qu'ils calculent leurs affaires, là, mais, tu sais, mélanger des médicaments puis de l'alcool, tu sais, en tout cas. Mais oui, j'ose espérer qu'ils calculent. On ose espérer que... Oui, c'est ça, tu sais. Donc ça, c'était une des premières situations qui m'a beaucoup marquée. Tu sais, ça m'a tellement marqué que moi, après ça, à chaque fois que je suis allée à l'hôpital ou à chaque fois que je voulais faire des demandes, que je me disais, il y a des chances qu'on me voit mon corps, mais je me suis rasée à chaque fois que, OK, je vais aller voir un médecin, il faut que je me rase parce que là, sinon on va rire de moi, tu sais. Ça a pris un bon 10 ans avant que là, OK, ben non, dans le fond, je peux bien faire... C'est ça, c'est mon choix. Oui, tout à fait. Ouais. Puis je retourne à la situation. Ils t'ont injecté le tranquillisant, tu t'es réveillé comme à peu près 24 heures plus tard. Puis quand tu t'es réveillé, est-ce que par la suite, t'as pu discuter avec quelqu'un de ce qui s'était passé, de pourquoi ils ont dû t'injecter? Est-ce qu'il y a eu comme un suivi quelconque par rapport à ça? Par rapport au suivi comme tel d'avoir utilisé cette mesure comme de contention-là, j'ai pas le souvenir qu'on en ait discuté. Je sais qu'après ça, par contre, là, ils ont réalisé que, coudonc, bon, ça fait 2 fois de suite qu'elle vient aux urgences. Faudrait comme faire un peu plus quelque chose avec. Donc, là, à ce moment-là, j'ai été référée à un psychiatre dans une autre source. Puis de là, j'ai pu avoir un diagnostic et prescription d'antidépresseurs et tout ça. OK. Ce qui est quand même... C'est ça qui est drôle aussi dans cette prescription d'antidépresseurs-là, quand j'étais toute jeune. Là, j'avais à peine 18 ans. OK. Puis j'étais encore beaucoup, justement, dans cette dynamique-là de... Mon plus gros problème, c'était de ne pas arriver à gérer ma consommation d'alcool. Puis
Puis eux, ils s'en vont me prescrire un médicament qui est vraiment pas un bon mix avec l'alcool. Ah ouais, OK. Fait que par la suite, j'ai vécu encore plus comme des situations où j'avais complètement des pertes de mémoire, des pertes de contrôle avec moi-même parce que justement, l'effet combiné des deux, là, c'était explosif. Ah Là, ouais, tu sais. ouais. Puis quand tu as rencontré la psychiatre, c'est quoi les informations qu'elle t'a données? Les informations qu'elle m'a données, elle m'a pas... le pire, là, c'est que il me semble qu'à mon souvenir, c'est presque plus moi qui a mis qui a proposé un peu un diagnostic dans le fond. ouais. C'est presque moi qui ai dit, mais moi, il me semble que ça me ressemble beaucoup. Il me semble que c'est peut-être ça mon problème, tu sais. OK. Fait que... mais je me rappelle pas qu'elle m'ait donné des informations plus qu'il faut. Elle m'a donné le diagnostic, puis après ça, elle m'a donné la prescription, puis elle m'a dit de revenir la voir s'il y avait un problème avec les médicaments, là, genre. OK. Puis étais-tu au courant que tu consommais souvent, puis tout ça? Oui, parce que c'est ça, tu sais, on me référait justement parce que j'arrivais pas à me gérer, surtout quand j'étais en état d'ébriété, fait que... OK. Fait qu'elle t'a prescrit de la médication, sachant Ouais. très bien qu'il y a des interactions avec l'alcool, puis sachant que tu consommais. Oui, exactement. Puis sans t'informer de ces interactions-là. Exactement. C'est vrai que dans le fond, là, maintenant qu'on en parle là, comme ça, je me dis, c'est vrai que on m'a pas beaucoup averti justement de comme là, faut vraiment que tu fasses attention, puis qu'on va faire un plan d'action pour réussir à ce que tu gères ton alcool, parce que là, les deux, ça marchera pas, tu sais. Ouais. On m'a pas tant fait... on m'a pas parlé de ça, non. C'est quand même quelque chose que j'ai entendu souvent, là, qu'au niveau des services santé mentale et toxicomanie, que comme tu disais souvent, c'est de la comorbidité, là, c'est-à-dire que c'est deux problèmes qui se présentent ensemble. Puis il y a encore beaucoup la mentalité de on va traiter une affaire, puis après ça, on va traiter l'autre affaire. Exact. T'sais. Alors que la santé mentale puis la toxicomanie, ça l'interagit ensemble. Là. C'est difficile de dire lequel apparaît en premier. Fait que si tu fais juste traiter, mettons, traiter, j'aime pas tant ce mot-là, mais si tu t'occupes juste, mettons, de la santé mentale, mais pas du problème de toxicomanie, mais le problème de toxicomanie reste là, puis là, ça peut dégrader la santé mentale, versus si tu t'occupes juste du problème de toxicomanie, mais pas de la santé mentale, ben, tu vas te remettre à consommer parce que ta santé mentale va pas bien, tu sais. Fait qu'il faut comme aborder les deux en même temps, tu sais, dans une continuité, tu sais, dans une cohérence. Puis, mais malheureusement, dans nos services, c'est encore beaucoup, tu sais, comme on travaille comme en silo, là, tu sais, comme en compartiment, là. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui m'ont dit, on me refusait des services, mettons, en santé mentale parce que au niveau de la toxicomanie, j'allais trop pas bien. Fait que là, on me disait, va d'abord régler ton problème de toxicomanie. Mais c'est comme, ouais, mais comment je fais pour régler mon problème de toxicomanie si ça va vraiment pas bien puis que j'ai pas d'aide à ce niveau-là? C'est ça. Fait que c'est comme... Il y a comme, c'est ça, il y a des non-sens. Il y a tellement d'incohérences, là, tu sais. À part les médicaments, est-ce qu'on t'a offert d'autres options pour aller mieux? Oui, ben dans le fond, là, après ça, puis ce qui a tout le temps un peu suivi dans ma vie, c'est qu'on me dit que c'est ça, les listes d'attente pour réussir à avoir un psychologue ou un psychothérapeute ou quoi, c'est super long dans le public. Donc là, à ce moment-là, j'avais la chance d'habiter encore chez mes parents, puis ma mère a pu défrayer les coûts pour que je puisse voir une psychothérapeute au privé. Okay. Donc oui, on m'a quand même, c'est ça, on m'a parlé qu'il y avait cette possibilité-là de faire de la psychothérapie, mais on m'a vite référé à du privé parce que, c'est ça, le réseau était saturé. À cause des listes d'attente. C'est quelque chose qui revient beaucoup à date là, dans les différents témoignages là, des personnes qui ont participé au podcast. C'est vraiment le droit d'avoir accès à des services qui est comme quasiment inexistant à cause du manque de ressources, là, mais ça n'a vraiment pas de bon sens. Puis on en entend parler aussi dans les médias puis tout ça. Les listes d'attente, ça s'améliore pas tant que ça. C'est ridicule, tu sais, parce qu'après ça, on n'arrête pas de faire la promotion. Parlez-en. Allez consulter. Mais oui, mais allez consulter Belle cause pour la cause. Exactement. C'est ça. Causer à qui? Il y a personne à qui causer. J'adore. Donc, dans une autre situation qui était dans le même service d'urgence, pas terrible finalement, il y a un moment donné, c'est ça, on me met carrément en plus dans une chambre fermée pour réussir à contrôler un peu le son des pleurs, tu sais.
Mais bon, j'arrive tout simplement pas à me contrôler. Donc là, il y a quelqu'un à un moment donné qui arrive parce qu'on était en plein milieu de la nuit et qui me dit là, il va falloir que tu arrêtes de pleurer pour laisser les vrais malades dormir. Aïe, aïe. Fait que dans le fond, il était en train de me dire là, toi, tu pleures pour rien, t'as pas de raison de pleurer. Fait que là, c'est ça, ferme-la pour que les autres qui ont un problème physique, ils puissent dormir, tu sais. J'imagine que ça t'a aidé à arrêter de pleurer. Je te dis. À ce moment-là, oui, là, je me suis calmée. Ouais. Non, pas du tout, c'est ça, là. Ça, c'était vraiment la goutte encore plus qui a fait déborder le vase, là. Tu dis, moi, je suis pas ici pour faire chier personne, là. Je suis ici parce que je sais plus quoi faire de moi-même, tu sais. Ouais. Je sais plus c'est quoi la solution. Fait que là, en plus de te faire dire des choses comme ça, là, Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Comment t'as reçu ça? Et comment j'ai reçu ça? J'ai reçu ça en pleurant 2 fois plus. Puis à ce moment-là, probablement qu'on m'a redonné un tranquillisant. Puis tu sais, c'est comme on pourrait penser à un autre modèle qui serait comme que effectivement, on pourrait juste laisser les gens aussi pleurer, comme ils pourraient comme avoir juste, je sais pas comment dire, peut-être des salles dédiées à ça, là, à juste le fait de se libérer, puis de crier, puis de... Tu sais, ça peut être normal aussi de vivre ses émotions, j'imagine. Fait que... C'est comme s'il disait comme t'as pas le droit de vivre ces émotions-là, on va te donner des médicaments juste pour comme te contrôler, mais qu'il n'y a pas une place ni pour les exprimer à un professionnel de la santé qui va prendre le temps de t'écouter, puis tout ça, ni pour comme vraiment les relâcher quand il y a un trop plein, tu sais. Exact. Ouais. Ben oui, on t'enlève tout d'ailleurs, tu sais, c'est ça, t'es complètement... t'as plus le droit à rien. Souvent, dans ces services-là psychiatriques, tu sais, t'as plus le droit de crayon, t'as plus le droit de rien pour juste comme faire sortir le trop-plein, comme tu dis. Pour sublimer. Oui, les pour émotions. sublimer, c'est ça. Après tous ces événements-là, il y a eu quand même une période plus stable, puis après justement, que j'ai pu avoir accès à ces antidépresseurs-là, il y a vraiment eu quand même un bon changement dans ma vie. Puis j'ai pu déménager à Montréal et tout ça, me refaire un peu une vie. Dans mon début de vingtaine, ça allait quand même bien. Mais par contre, moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que... tu sais, c'est inscrit dans ton dossier. Là, quand tu as un problème de santé mentale, c'est inscrit Dans ton dossier médical. dans ton dossier médical. Donc, j'ai l'impression que souvent, quand tu vas faire appel pour d'autres problématiques qui sont plus d'ordre physique, on va souvent mettre la faute sur le fait que tu as des problèmes de santé mentale, puis que si tu as le cœur qui débat, ben c'est parce que tu fais de l'anxiété. Si tu as mal au cœur, ben c'est parce que tu fais de l'anxiété. Tu sais, puis il y a des fois, je me dis, tu sais, c'est comme, coudonc, à quel point que ça peut être juste de l'anxiété quand que, tu sais, j'ai vécu des moments où je passais mon temps à vomir le matin, tu sais, puis que ça arrêtait pas. Puis à chaque fois, on me disait, mais non, c'est normal, comme, c'est pas grave et tout ça, tu sais. On dirait qu'il y avait pas un désir d'aller checker plus loin, tu sais, comme, il y a peut-être d'autres raisons que le fait d'être anxieuse, là, tu sais. Est-ce qu'on te faisait passer comme des tests ou... Ben souvent, c'est parce que c'est ça, c'est comme, faut que tu argumentes comme avec le médecin, tu sais, puis t'es comme, mais comment ça qu'il faut que j'argumente à ce point-là, là, pour avoir des examens plus poussés, tu sais. Puis une situation en particulier qui est arrivée dans ce sens-là, c'est que je faisais beaucoup d'asthme à un moment donné, que j'étais pas du tout capable de juste les pompes bleues, ça suffisait plus, là, que vraiment, j'étais constamment en train de plus être capable de respirer. Pendant la nuit, je me réveillais, ça marchait plus pantoute. Puis, donc là, puis à ce moment-là, moi, j'avais pas de médecin de famille. Fait que là, je vais voir un médecin sans rendez-vous pour lui demander qu'il me prescrive des pompes plus fortes pour l'asthme. Est-ce que c'était qu'ils me les represcrivent? J'étais plus sûre si c'est je les avais déjà, ces prescriptions-là, qu'il fallait tout simplement, tu sais, qu'ils me les... Qui renouvellent. Qui renouvellent, exactement, c'est ça. Puis là, ce médecin-là, au début, qui était quand même ouvert et tout ça, il voit dans mon dossier que je prends des antidépresseurs. Fait que là, il me demande, mais pourquoi tu prends des antidépresseurs? Puis là, moi, à ce moment-là, j'ai pas trop catché que des fois, il faut pas tout dire. Fait que là, je lui dis honnêtement que, bon, c'est parce que j'ai des problématiques de santé mentale et tout ça. Puis à ce moment-là, là, vraiment, je l'ai vu se refermer. Ah ouais, OK. Puis là, il n'y avait plus aucune ouverture à me prescrire quoi que ce soit. Puis j'étais comme, mais c'est quoi là? Oh, moi, j'ai de la misère à respirer présentement. Là. Ça n'a pas de rapport avec mes problématiques de santé mentale. Là, puis là, à ce moment-là, je lui dis, mais là, OK, mais je fais quoi, moi, la prochaine fois que je fais une crise d'asthme? Je décède, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Puis là, lui, il me répond, ben, t'iras te présenter à l'urgence. Comme si ça, c'était tout le temps la solution. Genre. Oh mon Dieu.
sais pas si tu as déjà entendu le terme masquage diagnostique. Ouais. J'ai l'impression que c'est exactement ça là, que tu as vécu. Il y a plusieurs autres personnes dans le podcast aussi qui ont raconté des histoires similaires. Fait que quand tu disais tantôt, c'est mes interprétations, ou, non, je pense pas que ce soit un hasard. Là, comme c'est un phénomène qui est documenté, qui existe, que plusieurs personnes ont des témoignages là, à ce sujet-là. Justement, à cause d'une étiquette en santé mentale, d'être invalidé, de pas être cru pour des problèmes d'ordre physique. Puis, tu disais un peu à la blague, est-ce que, c'est quoi, faut que je meure? Mais comme tristement, ça peut se rendre jusque-là. Comme si il y a un problème d'ordre physique puis qu'on détecte pas, puis qu'on aurait pu intervenir à temps, puis finalement, on laisse ça traîner parce que les professionnels de la santé interprètent ça comme lié à la santé mentale. Bien, ça peut détériorer, puis oui, ça peut mener à des conséquences graves, là. Fait qu'il t'a pas prescrit les pompes d'asthme. Non. Il m'a laissé partir comme ça, avec carrément, là, je scillais à ce moment-là, tu sais, en plus, c'est vraiment... Je faisais de l'asthme pendant le rendez-vous, tu sais. Oh, mon Dieu! Tu disais juste, tu iras à l'urgence, si jamais. Bon, OK. Puis t'as-tu fini par en avoir des pompes? J'ai fini par reconsulter un autre médecin qui, lui... Tu sais, c'est ça, faut dire qu'il faut quasiment que tu magasines puis que tu réussisses à trouver quelqu'un qui va être compréhensif puis comprendre que, j'en ai pas de médecin de famille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas me l'inventer, le médecin de famille. L'hôpital me rappelle, justement, pour m'offrir enfin le suivi... de 12 séances, là, justement, comme tu parlais tantôt, les fameuses 12 séances. Tu as le droit à 12 séances. Range-toi là-dedans pour que ça aille bien après. C'est ça. T'es chronométré, là. Exact. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est drôle comment que... On dirait que t'as comme une espèce de... On dirait que tu performes ta détresse aussi de peur qui t'enlève, justement, cette psychothérapie-là, tu sais. On dirait que, justement, là, j'étais revenue à un état de stabilité où j'avais quasiment peur qu'elle me dise, tu vas trop bien. Tu vas trop bien. Fait tu prends la place de quelqu'un. Tu prends la place de quelqu'un, tout ça. Fait que ça me faisait quasiment peur à ce moment-là. Mais non, elle me disait, tu sais, non, tant mieux que tu ailles commencé déjà à aller mieux. Comme ça, on va pouvoir mieux travailler ensemble, parce que si tu serais juste en état de crise et de détresse, on serait pas capable de travailler sur des enjeux, tu sais. Fait que moi, je me disais, mais c'est quoi l'affaire? Une chance que moi, je me suis fait prescrire des antidépresseurs par quelqu'un d'autre avant d'arriver ici. Parce que sinon, j'arrive ici, vous allez me prescrire des antidépresseurs, ça va prendre un petit temps avant que ça agisse. Puis là, après ça, au bout du compte, je vais avoir fini de mes 12 séances, puis tu sais, je vais pas pouvoir avoir plus d'en profiter pleinement, tu sais. Oui, parce que ça aura juste été des séances de crise, dans le fond. Oui, là, exact, c'est ça. C'est ça. Puis en plus aussi, qu'est-ce que moi j'ai trouvé hyper difficile puis ironique là-dedans aussi, c'est que dans cette clinique-là spécialisée, ils peuvent t'offrir de la psychothérapie seulement si tu travailles, seulement si tu es employé quelque part pour un minimum de 30 heures. Fait que si tu es trop mal en point puis que tu n'es pas capable de travailler, c'est pas possible d'accéder au service. Hein? Comment ils expliquent ça? Comment ils expliquent ça? C'est qu'ils disent qu'il faut être faut être actif dans la vie, faut être en lien avec les gens pour pouvoir travailler des enjeux relationnels. T'sais. Pour que ça ait un sens dans la psychothérapie, il faut que tu aies des situations à amener en psychothérapie, mettons. Fait que si t'es... je dis ça, il faut que tu travailles. Tu peux aussi être étudiant. Si tu as une occupation, c'est-à-dire de soit être étudiant ou de travailler, là, tu peux accéder à la psychothérapie. Sinon, si tu ne travailles pas, ils veulent pas aider à... C'est comme si dans leur conception, c'est comme s'ils travaillaient un peu dans le vide à cause que t'as pas des éléments à travailler en psychothérapie. Mais tu sais, ça fait aucun sens, là, parce que, je veux dire, si t'es pas capable d'aller travailler, là, comment que tu y arrives, là, à naviguer à travers tous ces critères-là et tout ça, tu sais. Moi, je me disais, une chance que je suis allée m'en chercher une prescription avant d'arriver ici et que je sois réussie à justement retourner travailler. Parce que sinon, j'aurais pas pu l'avoir, ce suivi psychologique-là, tu sais. Puis en plus, ils mettent un minimum d'heures, là, comme 30 heures. Fait que c'est comme quelqu'un qui choisit de travailler à temps partiel justement pour sa santé mentale. Mais ça, c'est pas correct. Exact. Puis c'est comme...
Je trouve que c'est tellement une vision capitaliste. Là. Mais oui, mais genre vraiment. comme si il faut, pour qu'on considère que tu es une personne qui est en relation avec les autres, qui est impliquée, ben soit que c'est le travail ou les études, mais tu sais... Puis toutes les autres, si tu fais du bénévolat, par contre, non, t'es pas ça assez. compte pas, C'est ça compte pas. Ou si t'es juste comme une personne vraiment nice qui prend soin de tes proches. Ouais, c'est ça. Ben ça compte pas, tu sais. C'est vraiment spécial. Non, vraiment spécial. Puis en plus, tu sais, comme dans l'esprit de la loi sur la santé et services sociaux, c'est comme on est censé être au centre des services. T'sais, les services sont censés s'adapter à nous et non l'inverse. Fait que quand il y a des critères comme ça, ben c'est comme on a vraiment l'impression que c'est nous qui doit s'adapter, qui devons s'adapter à leurs critères, tu sais, alors que c'est le système qui devrait prendre en compte nos particularités, nos besoins, nos préférences, puis adapter ça à nous. Exact. Ils vont créer un dossier, dans le fond, pour noter tes affaires et tout ça. Puis moi, j'étais intriguée de voir comment que ce que je disais était reçu finalement pour que, comme, coudon, on prend donc même pas en compte ma détresse, tu sais. Fait que moi, ça m'a intriguée de savoir, mais c'est quoi qu'il y a dans mon dossier. Puis moi, je me rappelais, en plus, c'est grâce à Action Autonomie que j'ai su qu'on pouvait demander l'accès à son dossier. Okay. Donc, j'avais demandé l'accès à mon dossier pour voir qu'est-ce qui était dit là-dedans. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé ça vraiment incroyable, c'est que tu lis ça, puis il y a plein de choses qui sont carrément fausses. T'sais. Ils rapportent des choses que je n'ai tout simplement pas dit. T'sais. Je me rappelle, on dirait que tu as l'impression qu'ils prennent la grille de ton diagnostic, puis qu'ils vont aller écrire des choses qui fit. Ouais. C'est ça, tu sais. Il y avait tout un paragraphe qui expliquait à quel point j'avais peur que mon chum m'abandonne et tout ça, blablabla. Mais moi, à ce moment-là, là, j'avais jamais... C'était pas du tout ça que je venais de dire, tu sais. Fait que tu te demandes, comment ça? Ils viennent rapporter des choses qui n'ont pas été dites, tu sais. Ouais. Ça brise aussi un peu la confiance envers, justement, à quel point, justement, ce que je dis est compris, comme... Qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que je dis, tu sais? Ouais. Puis là, après ça, je l'avais ramené au psychiatre que j'avais fini par voir après ça plus tard. Puis j'avais dit, tu sais, ça, c'est pas vrai, c'est pas ça comme ça que ça s'est passé. Puis lui, il m'a tout de suite reflété, ben là, tu rentres dans tes enjeux, ça, je veux dire, qu'est-ce que ça change que ça soit pas vrai, ce qui est écrit et tout ça, blablabla. Puis mais moi, ça change juste que j'ai l'impression qu'on comprend pas ce que je dis. Parce que c'est pas écrit la même chose que ce que j'ai dit, tu sais. Puis ça change aussi qu'après ça, les autres professionnels de la santé qui ont accès à ton dossier, tu sais, comme, en tout cas... Ben c'est ça. Pour la plupart, là, puis où des fois, ils ont accès à certaines parties, puis tout ça, mais bref, ils vont lire ça, puis ils vont interpréter des choses sur toi qui sont pas vraies, tu sais. C'est ça, ça a des conséquences. C'est ça, ça a des conséquences. Et puis lui, il considérait que c'était complètement banal et tout ça, mais je veux dire, si à un moment donné, je vais voir un médecin, puis je lui dis, on regarde ma jambe, puis j'ai la jambe cassée au niveau du fémur, puis tout ça, puis là, que c'est écrit dans mon dossier, je veux dire, si c'est pas vrai, finalement, que c'était le fémur qui était cassé, puis que c'était autre chose, tu sais, on va considérer qu'il oui, effectivement, là, il y a un problème. Pourquoi que on dirait que c'était pas important que justement les choses n'aient pas été rapportées correctement, tu sais. Ouais. Ça avait une importance pour moi, tu sais. C'est sûr que j'imagine que c'est pas inutile de juste rappeler le fait que comme chaque personne qui vient chercher des services en santé mentale, c'est tous des individus avec leurs particularités, puis que on n'est pas juste le diagnostic qui vient avec, tu sais, puis comment que c'est important d'être écouté puis d'être cru. C'est ça, d'être cru. C'est tellement important quand tu vas pas bien, là. Puis on dirait que quand tu arrives auprès de ces professionnels-là, on dirait que tu arrives tout le temps comme si tu étais dans un bureau de police, puis que là, on te met la lampe, là, puis là, c'est comme, OK, puis là, ils vont aller chercher c'est quoi qui est contradictoire ou quoi que ce soit, tu sais, puis t'es comme, là... Pas comme que tu te prouves, faut que tu te prouves, c'est ça. Ça devrait pas être aussi dur et lourd et complexe aussi, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a ça aussi qui est beaucoup difficile, c'est que quand tu vas pas bien, que moi, tu sais, je peux dire vraiment, là, maintenant, j'étais en dépression, là. Mon cerveau ne fonctionnait pas correctement. J'étais pas capable
mes pensées étaient difficiles à faire, tu sais. Puis quand tu vois tout comment que c'est compliqué de réussir à accéder à ces personnes-là, tu sais, c'est pas normal là, que ça devrait être plus facile parce que justement, t'es pas en état de faire toutes ces démarches-là, tu sais. Ouais, Fait que ça devrait être facilité, là. Ça devrait pas être complexe comme ça l'est. c'est ça. Puis on devrait aussi, dans tout ça, être informé de nos droits, tu sais, à toutes les étapes. Parce que quand on va pas bien, on est peut-être plus comme vulnérable, tu sais, à subir différents abus du système, des professionnels de la santé. Donc, ça devrait pas être à nous d'aller chercher de l'information sur nos droits. On devrait juste comme nous informer sur nos droits puis nous aider à les défendre. Ben oui, Ouais. exact. Puis comment t'avais eu la ressource d'Action Autonomie? Action Autonomie, moi, je vous ai connu quand j'étais en train de faire, justement, c'était-tu? Non, j'étais en train de faire mon bac en psychosociologie, puis Action Autonomie, il venait présenter vos ressources là, dans le cadre de cette formation-là, pour juste vous faire connaître, j'imagine. Puis, donc, j'avais appris c'est ça, j'avais connu votre service OK. de cette façon-là. Puis, justement, ça vient de me rappeler que j'avais su aussi que... il y avait des gens qui, quand ils allaient chercher des services en santé mentale, qui allaient carrément écrire le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone, au cas où, justement, que ça se passerait pas bien, tout ça, qu'il y aurait le numéro avec eux Quelle pour, bonne justement, idée. faire appel à vos ressources. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, je l'avais fait ça moi-même aussi. Ah ouais? Avant, je me disais, je vais écrire leur numéro de téléphone d'un coup que j'en aurais besoin. Ah, Puis c'est rassurant, tu sais, aussi de se dire, c'est ça qu'il y a des personnes qui peuvent être là pour nous aider si jamais ça marche pas, puis tout ça. Fait que... tout à fait. Puis, tu sais, en plus, même si, mettons, on a un numéro de téléphone, je sais pas, dans j'allais dire un carnet d'adresses, mais c'est plus un téléphone à cette heure. Mais, tu sais, puis que, tu sais, dans plusieurs unités de psychiatrie, ben on t'enlève le téléphone. Exact, téléphone, oui, c'est ça. tu sais, D'où la raison de l'écrire sur son bras, c'est ça. soi. C'est vraiment un bon truc. Ouais, Merci. Merci de nous partager ce truc-là. Ça fait plaisir. Puis dans toute cette expérience-là, est-ce qu'il y a quand même eu des éléments positifs ou des choses qui t'ont aidé à passer à travers? Donc, c'est sûr de connaître Action Autonomie, comme je disais avant, ça m'a permis de connaître aussi effectivement des choses comme ça, que j'ai le droit de faire des appels, que différentes choses que j'avais acquis comme savoir qui me permettaient justement d'être plus résiliente rendue dans le système, là. Donc, c'est sûr que de connaître nos droits, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, qu'est-ce qui a pu m'aider? Mais c'est sûr d'être... moi, j'ai tout le temps eu ben, plus dans les derniers épisodes, j'ai toujours eu mon copain qui était super supportant là-dedans. Fait que ça, j'étais bien entourée à ce niveau-là. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté aussi, par exemple, qui vont venir d'un milieu plus populaire et tout ça, qui vont avoir de la difficulté justement à faire valoir ce qu'ils veulent, puis à s'exprimer et tout ça, tu sais. Je pense qu'au moins, moi, qu'est-ce qui m'a aidée, c'est quand j'arrivais dans des ressources, j'arrivais quand même un peu à exprimer ce que j'avais besoin et tout ça, que j'étais quand même capable de nommer ce qui allait pas. Donc ça, c'est sûr que ça m'a aidée. C'est quand même libérateur, tu sais, de pouvoir en parler aussi. Fait que, Tant mieux. Fait que c'est le fun qu'il y ait des espaces comme ça aussi pour en discuter. Pour la deuxième partie de l'épisode, on va maintenant discuter avec Frédéric du collectif en défense des droits de la Montérégie. Il va répondre à nos questions sur les mesures de contrôle, notamment, selon la loi, dans quel genre de situation on peut appliquer une mesure de contrôle? Quelles sont les conséquences sur les personnes qui les subissent? Quels sont leurs droits et recours? Puis, est-ce qu'on devrait carrément abolir les mesures de contrôle en psychiatrie? Bonjour, moi, mon nom, c'est Frédéric Morel, puis je suis conseiller en défense de droit au collectif de défense des droits de la Montérégie. Je travaille là depuis 4 ans maintenant. Puis on fait de la promotion et défense des droits en santé mentale. Donc, Frédéric, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer c'est quoi, en fait, une mesure de contrôle? Une mesure de contrôle, en fait, ça rentre dans la définition de ce qu'on appelle un mécanisme d'exception. On appelle ça mécanisme d'exception parce que c'est une mesure qui est prévue par la loi puis qui permet à certains professionnels, dans certaines situations spécifiques, de faire exception aux droits fondamentaux qui sont prévus dans les chartes de droits et libertés. Dans ce cas précis ici qu'on parle, les mesures de contrôle,
Comme son nom l'indique, c'est vraiment d'utiliser la force ou des contraintes sur une personne pour la limiter dans ses mouvements et dans ses actions. Dans le fond, les mesures de contrôle, il y en a globalement 3 quand on en parle. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'isolement. L'isolement, c'est une mesure de contrôle dans laquelle tu confines une personne dans un lieu pour un temps déterminé et d'où elle ne peut pas sortir librement. Sinon, après ça, on parle de contention physique. La contention physique, c'est une mesure qui consiste à, encore une fois, empêcher ou limiter la liberté de mouvement d'une personne, mais cette fois-ci, c'est en utilisant la force humaine comme tout simplement un intervenant qui va tenir avec ses mains ou avec son corps, ou un moyen mécanique comme des sangles attachées à une civière, par exemple. Et c'est ça. Donc, en la contenant physiquement pour la limiter dans ses mouvements. Et finalement, on parle aussi de la contention dite chimique. Ça, en fait, c'est une mesure de contrôle qui va encore avoir les mêmes motifs, donc à limiter dans ses actions et ses mouvements. Mais cette fois-ci, c'est en administrant un médicament, une substance chimique à la personne. OK. Quel type de médicaments, mettons, qui sont administrés? En fait, on parle de la catégorie souvent des sédatifs. Fait que c'est vraiment pour te tranquilliser, si on veut, voire même te faire relativement perdre conscience ou te rendre tellement mollo et peu capable de bouger, de mouvement. Là. C'est vraiment, c'est ça, un sédatif. Légalement, là, dans quelle situation on peut appliquer une mesure de contrôle? En fait, la plupart du temps, on va vraiment se cadrer par rapport à l'article de loi spécifique là-dessus, qui est l'article 118.1 de la L4S, qui est vraiment la loi sur les services de santé et services sociaux. Donc, cet article de loi-là spécifie que la force, l'isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés comme mesure de contrôle d'une personne dans une installation maintenue par un établissement que pour l'empêcher de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions. Okay. Donc, c'est vraiment clair à ce niveau-là que ça ne peut pas être utilisé comme bon te semble, puis dans toutes les situations. C'est vraiment quand il va y avoir un danger, c'est ça, d'infliger à soi-même ou à quelqu'un d'autre des lésions. Okay. Des lésions, genre des blessures. Là. Des blessures, c'est ça. Je sais. En fait, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils disent lésions spécifiquement, parce que on dirait que ça fait penser à un type de blessure spécifique, mais en fait, c'est tout type de blessure physique. Puis il y a aussi, tu sais, pour clarifier un petit peu vraiment dans quel genre de situation ça peut être utilisé, il y a certains grands principes qu'il y a dans les orientations ministérielles et le cadre de référence pour le protocole, ces mesures de contrôle. Ça dit vraiment un des principes que ça doit être utilisé seulement comme mesure de sécurité dans un contexte de risque imminent. Fait que, encore une fois, ça, je pense que c'est très important à se rappeler parce que, bon, le risque, c'est quoi? Puis quand est-ce que le risque est imminent? C'est un peu dur à définir, mais c'est ça. C'est pas juste dès que tu vois poindre un petit risque, c'est un risque imminent qu'il va avoir blessure très bientôt. Ils disent aussi qu'ils ne doivent pas être envisagés. En fait, elles ne doivent être envisagées qu'en dernier recours et lorsque tous les autres moyens ont échoué. Fait que ça aussi, ça apporte une précision à quand est-ce que tu peux t'en servir. C'est, en théorie, tu ne peux pas t'en servir si tu n'as pas tout essayé ce qui était à ta disposition autre que ce mécanisme-là. Puis justement, à ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de moyens qui peuvent être utilisés avant d'employer une mesure de contrôle? Bien, globalement, dans les écrits, quand on parle de moyens pour éviter ça, on parle vraiment de mesures de remplacement ou de mécanismes de remplacement. En fait, ça va être tout ce que tu peux faire pour justement éviter que cette situation-là ou la contourner. C'est sûr qu'il y en a une grande liste en théorie qui existe dans les écrits, mais notamment, ça va surtout être axé sur le désamorcement d'une crise. Parce qu'en fait, justement, quand on est à une période où est-ce qu'on trouve que le risque est imminent, généralement, c'est que la personne est rendue en crise puis n'a pas encore passé à l'action physiquement, mais est en crise. Fait que c'est sûr que toutes les techniques, justement, d'intervention qui consistent à désamorcer la crise, puis ça, le personnel est supposé avoir une formation là-dessus, ben c'est ça. C'est d'essayer de calmer la personne en y parlant, l'amenant en retrait et non pas enfermé en quelque part, ce qui peut être confrontant. Mais juste vraiment dire, OK, on va aller dans un coin, on va parler calmement à deux, on va essayer de voir qu'est-ce qui te fait réagir comme ça, qu'est-ce qu'on
qu'est-ce que toi, tu as besoin. Parce que généralement, une crise, c'est signe d'un besoin, que quelque chose ne va pas. Essayer d'écouter la personne, comprendre ses besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en ce moment pour que tu puisses décompresser. Fait que tout ce qui peut être fait, puis après ça, ben, selon le besoin exprimé, ce que tu peux faire, ben, c'est infini parce que ça va dépendre de ce qu'il va dire. S'il dit j'aurais besoin d'un moment de seul, j'aurais besoin d'écouter de la musique, j'aurais besoin de parler à quelqu'un. Rendu là, la manière d'éviter une crise pour quelqu'un ou de la décompresser, c'est lui qui va te le dire généralement. T'sais. C'est sûr qu'il y a des concepts de base comme je disais, écouter, être apaisant, ne pas être confrontant. Ne pas crier. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, on parle généralement de ça là, pour les manières, de ce qu'on peut faire pour éviter que ça en vienne là. Également, c'est ça. C'est sûr que ce qui peut être fait aussi, c'est vraiment d'utiliser de la planification à l'avance avec la personne. Donc, si on sait déjà que la personne est un peu à risque de colère, d'agressivité ou quoi que ce soit, mais s'asseoir à l'avance avec la personne, parler de la possibilité qu'éventuellement elle soit frustrée ou agressive, puis dire OK, une fois qu'on est rendu dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Parce que c'est sûr que c'est ça, j'ai évoqué d'essayer de faire désescalader une situation, puis d'essayer de demander à la personne qu'est-ce qu'elle veut. Mais il faut être réaliste dans certaines situations. Une fois qu'on est en crise ou agressif, on n'est peut-être pas à l'écoute ou capable d'exprimer nos besoins parce qu'on est trop en colère. Donc, d'être capable d'en parler avant même que ces situations arrivent, puis de savoir à l'avance qu'est-ce qu'il faut faire. Dans le fond, ça revient au principe de bien connaître les gens que tu soignes et qui sont sur ton unité à l'avance. Parce que de connaître quelqu'un et de ses besoins avant même, ben après ça rend plus facile l'intervention sur le coup. Là. Fait que la planification, et même chose pour le fait de se rasseoir après, ensemble, une fois que la situation est arrivée. Donc, une post-intervention, si on veut, post-vention, qui est de parler de ce qui est arrivé. Tu trouves-tu qu'on a fait correctement? Est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse autrement? Qu'est-ce qui l'a confronté? Qu'est-ce qui a été difficile? En théorie, ça va t'aider pour l'intervention suivante à toujours faire mieux. L'article 118.1 de la loi aussi met d'autres définitions, en fait, sur comment doit être appliquée cette mesure de contrôle-là. Ça dit que l'utilisation d'une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par minimal, en fait? C'est de dire qu'il faut toujours que ça soit le moins contraignant dans la mesure du possible, le moins violent, le moins... C'est ça, minimal, d'essayer de le faire le plus dans le confort possible. Le minimal dans le temps aussi, donc le moins longtemps possible. Dès que l'État ne le nécessite plus, tu dois l'arrêter. Tu peux pas dire je vais décider de l'allonger pendant 1 heure pour le plaisir. Exactement. Fait que c'est vraiment ça pour minimal. Puis exceptionnel, ben je pense que ça le dit, c'est de dire de faire tout ce que tu peux d'autre avant d'en arriver là. Tu dois tenir compte de l'état physique et l'état mental de la personne. Donc, c'est juste de dire qu'il faut que tu t'adaptes quand même à la réalité de la personne. Donc, c'est peut-être pas nécessaire d'être 3 gardes pour maintenir une femme âgée de 70 ans au sol. Ouais. C'est pas adapté à l'état physique de la personne. Lorsqu'une mesure visée est prise à l'égard d'une personne, elle doit faire l'objet d'une mention détaillée dans son dossier. Donc, ça, c'est très important. Il faut absolument qu'elle ait tenu une note très claire de qu'est-ce qui s'est passé, quels moyens ont été utilisés, pendant combien de temps. Tout ça doit s'y retrouver. C'est très important. C'est carrément dans la loi. C'est ça, la période, les moyens utilisés, puis une description du comportement qui a motivé la prise de cette mesure-là ou le maintien de la mesure, justement pour qu'on puisse, parce qu'il y a vérification techniquement par un comité d'éthique de l'établissement qui est fait après, fait qu'il faut vraiment qu'ils puissent savoir pourquoi ça a été fait pour faire cette vérification-là. Okay. En ce sens-là aussi, ça dit que tout établissement doit adopter un protocole d'application de ces mesures-là. Donc, c'est dans ces protocoles-là qu'on va retrouver les grands principes directeurs dont je parle justement. Puis c'est ça, dans le fond, ce protocole-là doit être diffusé auprès des usagers et du personnel qui l'applique, justement, pour qu'ils puissent constamment s'y référer. Est-ce que en pratique, c'est comme ça que... Je réponds un peu à ma propre question en la posant, là, mais parce que des témoignages qu'on a entendus, ça ressemble pas du tout à ce que tu viens de nous décrire. Toi, est-ce que c'est ton expérience en tant que conseiller, est-ce que c'est ça que tu remarques aussi, que la loi est pas tant que ça respectée? Non, c'est ça. On voit bien... Ben, en fait, je pense que les statistiques
parle d'elle-même. Je veux dire, dans les dernières années, il y a augmentation des mesures de contrôle. Donc, Ah ouais, OK. c'est sûr que si on constate ça, c'est difficile de croire que vraiment on essaye que ce soit le plus exceptionnel possible. Puis c'est augmentation comme à travers le Québec? Globalement, à travers le Québec, c'est OK. sûr que c'est pas nécessairement dans tous les établissements. Il y a des établissements qui font des efforts spécifiques là-dessus, mais on voit une tendance globale dans la province à l'augmentation, là. Fait qu'il y a ça, premièrement, puis après ça, oui, sur le terrain, pour ceux qui y vont sur les unités comme nous, qui parlent à des gens qui l'ont vécu, on se rend compte que non, c'est ça, la pratique de juste le mettre en utilisation quand le risque est imminent. Je comprends que la définition, des fois, elle peut peut-être un peu pas claire de qu'est-ce qui est un risque Ouais. imminent C'est ou un peu non imminent. subjectif, là. C'est un peu Ouais. subjectif et je pense d'ailleurs que c'est un problème avec la loi. Il faudrait peut-être la définir beaucoup plus pour être capable de s'y référer. Mais en tout cas, dans la compréhension, si on se fie à la jurisprudence ou quand tu parles à des avocats, imminent, c'est imminent. On parle, c'est quasiment dans l'immédiat. C'est pas arrivé, mais c'est presque assuré Ouais. que ça va arriver dans les prochaines secondes. Donc, Genre, la personne, elle va se faire mal, elle est en état de crise, elle a le moyen de le faire. exactement. OK. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un est en crise, pour eux, c'est déjà, voilà, c'est imminent. Ça doit pas juste être la crise qui est là, ça doit être carrément la menace d'un comportement violent qui est là. Tu sais, fait que s'il se met à carrément se préparer pour frapper ou quoi que ce soit, ben ça, c'est imminent. Ouais. Et non pas juste quelqu'un qui crie, ça, c'est pas imminent. OK. De ce qu'on voit et de ce qu'on entend, il se dégage une grande impression que c'est plutôt utilisé comme mesure de contrôle comportemental plutôt que vraiment une mesure de contrôle du risque imminent. Donc, c'est vraiment de dire, il y a un comportement agressif, c'est désagréable en soi, ou même il y a un comportement, même pas obligé d'être agressif, des fois juste un comportement dérangeant, on n'est plus capable de gérer, on ne sait plus quoi faire avec toi. On sait que le personnel parle de ces situations-là comme ah ben ça peut être stressant pour le reste des personnes. Fait que tu sais, des fois, je comprends leur considération de dire ben là, quelqu'un qui est en crise ou qui gueule, ça peut être difficile pour les autres personnes qui sont là. Je le conçois tout à fait, mais on peut pas contourner une loi. La loi, c'est ça, puis elle n'est pas là pour rien. C'est parce que la mesure de contrôle, faut pas la prendre à la légère. Je veux dire, ton intégrité physique en tant que personne, ton droit de ta liberté puis de circuler, c'est dans les droits fondamentaux les plus importants dans les chartes des droits et libertés. Fait que je comprends le droit et le respect des autres patients de vouloir qu'ils ne subissent pas ça ou que le personnel ne subisse pas ça. Mais c'est encore plus important de ne pas utiliser ce genre de mécanisme-là sur les personnes parce que c'est extrêmement grave. Ben justement, est-ce que tu voudrais nous en dire plus à ce sujet-là? C'est quoi les conséquences qui sont vécues par les personnes qui subissent une mesure de contrôle? Ben carrément, tu sais, si je peux donner un exemple extrêmement concret et frappant, on a plusieurs personnes qui nous parlent qui ne veulent tout simplement pas retourner à l'hôpital sous aucune circonstance ou contexte. Et on parle même pas de la psychiatrie, là, c'est carrément, ils vont avoir une condition médicale qui nécessite d'aller à l'hôpital et ils ne veulent pas y aller de peur que tout ça se reproduise. Parce que je comprends que ça peut être difficile à concevoir, mais si on prend le temps de se mettre dans la situation, c'est carrément vivre une agression physique, carrément de la violence. En plus, dans une position de contrôle, tu peux rien faire, tu es tout seul, il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour te défendre, tu es complètement impuissant. Donc, c'est vraiment un énorme traumatisme qui est vécu pour la plupart des personnes, là. OK. Donc, beaucoup de séquelles psychologiques, dans le fond. Là. C'est ça, Ouais. c'est surtout des séquelles psychologiques, évidemment. On peut voir, même encore récemment dans les nouvelles, aussi carrément des conséquences physiques. Donc, être blessé pendant l'intervention, ce n'est pas rare. Et même jusque dans certaines situations, on a vu passer la nouvelle de quelqu'un qui était décédé et que Aïe, aïe. il est Ah. décédé quelques minutes après qu'il y a eu je me rappelle plus c'était quoi le code dans le rétablissement, mais le code qui est associé aux mesures de contrôle sur lui, quelques minutes après, il était en arrêt respiratoire. Et qu'en ce moment, le coroner est en train d'enquêter là-dessus, mais ça serait pas la première fois. On peut effectivement en décéder, là, parce que se faire maîtriser physiquement, plaquer au sol ou quoi
que ce soit, ça peut te compresser, t'empêcher de respirer ou quoi que ce soit. Fait que ça peut aller jusqu'au décès. Puis aussi, c'est ça, souvent, les blessures, en plus des séquelles psychologiques. Fait que Faut pas prendre ça à la légère. Là. Non, c'est de dire que ça peut extrêmement dégénérer dans ses conséquences les plus graves que l'on peut imaginer. Là. Tout à fait. Puis je pense que c'est important qu'on se questionne sur les impacts que ça a de toute façon sur l'intervention puis sur la présence de la personne en psychiatrie. Je veux dire, je comprends que sur le coup, on règle le problème, il est neutralisé et le problème arrête. Mais dans quel état d'esprit est la personne le lendemain ou quand il se réveille ou quand il est détaché? Faut se rappeler vraiment que quand on est en psychiatrie, on parle de soins qui sont supposés être thérapeutiques. Et donc, on est supposé être là pour aider, soigner, donc, d'utiliser la violence dans un contexte qui est supposé être thérapeutique. C'est complètement paradoxal. Donc, toutes les recherches vont dans le même sens. Là. Je pense que c'est une évidence, de toute façon, que la violence, c'est paradoxal avec le soin. Effectivement. Mais c'est ça. Fait que, je pense pas qu'on va te contredire là-dessus. Là. C'est ça. Fait que ça, on l'entend beaucoup qu'une fois que la mesure a été faite, ben, le lendemain, la personne est juste encore plus en crise, est encore plus réfractaire, ne fait plus confiance au personnel, ne fait plus confiance aux médecins. Le séjour devient plus long. Donc, on ne gagne rien au long terme à faire ces interventions-là, même du point de vue du personnel soignant. Ben, c'est comme un cercle vicieux, si je me trompe pas. C'est vraiment un cercle vicieux. Tu as nommé le fait que c'est parfois un contrôle comportemental, d'utiliser une mesure de contrôle. Est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Ce qu'on entend par contrôle comportemental, en fait, c'est que ça va être plus utilisé plutôt qu'une manière préventive pour prévenir qu'il y ait un passage à l'acte au niveau de la violence. Ça va être plus punitif, en fait. C'est de dire pourquoi on n'utiliserait pas cette mesure-là pour justement un peu conditionner le comportement des patients lorsqu'on les trouve désagréables, dérangeants ou quoi que ce soit. Donc, s'il ne m'écoute pas, s'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit ou que je ne veux pas qu'il fasse, je vais le punir avec cette mesure-là. Vraiment comme on voyait dans le temps avec les enfants. Et même des fois, ils n'ont même pas besoin de l'utiliser, en fait, pour s'en servir comme contrôle comportemental. Ça va plutôt être sachant qu'ils ont le droit d'utiliser ou sachant qu'ils savent c'est quoi ou qu'ils l'ont déjà vécu. On va carrément l'utiliser comme menace auprès des personnes de dire si tu n'arrêtes pas, on va te contrôler ou on va t'enfermer ou quoi que ce soit. Fait que c'est utilisé comme menace, comme coercition, en fait, pour que les gens fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Encore une fois, complètement illégal de menacer les personnes parce que tous les soins qui sont donnés, on parle toujours d'un consentement libre et éclairé. Donc, éclairé, c'est que tu sais, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la question, mais libre, c'est ça, c'est aucune menace, aucune pression indue qui t'amène à choisir tel ou tel comportement. Donc, encore une fois, une autre loi qui est brimée lorsque c'est utilisé de cette façon-là. Pour résumer ce que tu viens de dire, là, il y a vraiment une grosse différence entre l'article 118.1 de la loi sur les services de santé et les services sociaux, donc qui encadre l'utilisation des mesures de contrôle, et la pratique, donc la manière dont ça se passe dans la réalité. D'après toi, Frédéric, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est utilisé de manière excessive, les mesures de contrôle? C'est sûr que c'est un enjeu qui est très compliqué et qui est multifactoriel. On peut avoir nos conclusions, nos hypothèses à nous en tant que conseillers, d'après les témoignages, d'après ce qu'on voit sur le terrain. Puis les mesures de contrôle, j'en ai vu sous mes yeux être exécutées là, en psychiatrie. Fait que je peux carrément savoir qu'est-ce qui se passe là. Mais il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites. Beaucoup. Non, je dirais pas beaucoup. Il y a des études et des recherches qui sont faites en ce sens-là pour essayer d'identifier. Puis ce qui ressort le plus, premièrement, la culture générale liée à la santé mentale. Parce que justement, il y a souvent un stigma par lequel, à la base, quelqu'un qui a un problème de santé mentale, on présume un peu qu'il va être dangereux, autant dans la société, autant dans le personnel, puis même voire dans le clinique. Puis c'est un stigma qui est alimenté aussi par les médias, il me semble, dans les films. C'est souvent comme on va associer, genre, le schizophrène qui entend des voix qui dit de tuer du monde, là, mais comme si
Tu sais, Ouais, ça a l'air un peu extrême ce que je dis, mais c'est vraiment dans notre imaginaire collectif, en fait. Là. On fait un adage facile, puis je pense que c'est pour essayer un peu de se rassurer ou de trouver une réponse, en fait, à quelque chose qui est imprévisible. Parce que qui va se mettre à être violent, quand, pourquoi, c'est absolument imprévisible. Fait qu'on essaie de trouver une catégorie de personnes qui sont plus prédisposées. Comme ça, on va les surveiller de près. Puis il y a aussi, c'est ça, de plus en plus, quand quelqu'un commet un acte qui nous paraît incompréhensible, on se pose toujours la question, ben comment on peut se rendre à un acte qui ne fait pas de sens? Puis on se dit, ça doit être quelqu'un qui a perdu la raison, qui a perdu la tête, qui n'a pas toute sa tête. Et là, on pense santé mentale, problème de santé mentale. Fait que même des fois, dans les médias, c'est même présumé que la personne a clairement un problème de santé mentale, alors que, dans le fond, ça... Ben même, je pense que c'est bon de l'ajouter et que je veux l'ajouter, que non, toutes les études et les recherches sont unanimes. Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont moins représentées dans les cas de violence, que je veux dire, de commettre la violence, sont moins représentées que les gens qui n'ont pas de problème de santé mentale. Et au contraire, ils sont surreprésentés dans la population qui subissent les violences. Fait que non seulement c'est pas un bon adage et pas une bonne conclusion, mais en fait, c'est l'opposé. C'est l'inverse de la vraie conclusion. Fait qu'on prend des gens qui sont plus souvent des victimes, puis on les traite comme celui qui commet l'acte. Fait que toute cette culture-là est très lourde et très présente, donc évidemment, elle se rend aussi dans le personnel hospitalier. Fait qu'on a des gens qui pensent ça, qui s'en vont travailler là. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils sont mal intentionnés, mais ils partent avec ce préjugé-là sur les personnes avec qui ils travaillent. Après ça, d'autres raisons, ben ça non plus, je pense que ça va étonner personne avec l'état actuel de notre système de santé. Mais le personnel parle beaucoup dans les études de manque de temps, manque de ressources, manque de personnel, et que ça les oblige un peu, en fait, à utiliser la voie facile. Parce que la mesure de contrôle, oui, c'est un peu une voie facile pour régler un problème. Tu sais, si quelqu'un est dérangeant, si quelqu'un crie ou est en crise, ben, tu sais, ça prend peut-être, je sais pas, d'après ce que j'ai vu, 60 secondes environ, juste que 3 personnes arrivent, le maintiennent, tu fais une injection. C'est vraiment pas long qu'il est knocké pour une couple d'heures. Donc, c'est sûr que ça a pris peu de temps, puis ils peuvent passer à autre chose, puis à d'autres tâches. Puis on a la paix, si on veut. En tout cas, c'est de la manière qu'ils l'interprètent. Mais ils ont la paix pour un bon nombre d'heures. Donc, quand tu penses qu'il y a, mettons, très peu d'intervenants pour le nombre de personnes qu'il y a, puis qu'ils doivent aller voir d'autres personnes, s'occuper de d'autres dossiers, parce que c'est vrai, tu sais, désamorcer une crise, effectivement, on parle pas de 60 secondes. C'est un humain qui a besoin d'être calmé, qui a besoin de discuter ou quoi que ce soit. Ça va être beaucoup plus long comme intervention, ça c'est vrai, mais par contre, ça va être une intervention qui est beaucoup plus de qualité. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire le calcul, je pense, à dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on gagne au long terme? Peut-être c'est mieux de mettre plus de temps maintenant, mais tu auras moins d'interventions à faire demain, puis après-demain, puis après-demain. Mais sur le coup, ils ne voient pas ça, ils voient juste, on est 3, il y a plein d'affaires qui se passent, puis il faut économiser du temps. Les mêmes choses pour tout simplement les ressources financières ou même les ressources de dire ben la personne aurait besoin d'être calmée, mais on n'a pas de salle qui est le fun, bien peinturée, avec des choses le fun à utiliser. Tu n'as rien à ta disposition. Fait que, on demande souvent au personnel de faire des miracles avec rien. Ou mettons, la personne a besoin d'aller dehors, tu sais, comme, je sais pas, piquer un sprint dehors. Ben, c'est ça. Puis les gens qui sont en psychiatrie, quelqu'un qui est disponible pour l'amener, tu sais, c'est dehors. Il faut quelqu'un pour l'accompagner, tout ça. Fait que ça, c'est une des grandes raisons qui est évoquée. Sinon, je pense, puis c'est peut-être un peu en lien avec la culture aussi, mais en fait, il y a une méconnaissance tout simplement de ce qu'on voit par la recherche, méconnaissance des droits, tout simplement. Oui, je comprends qu'il y a quelques formations, mais à mon sens, il n'y en a pas assez, puis c'est pas donné assez longtemps. Là. La plupart des formations qui sont données de désamorcer les crises ou pour les mesures de remplacement, actuellement, on parle souvent de formations qui vont être données en une journée. Puis c'est ça que tu reçois. Puis je sais pas être donné au combien d'années, mais le personnel, si tu vas voir une infirmière sur le plancher, puis tu regardes à quel point elle connaît les lois, puis ben non, je pense pas qu'il soit très, très conscient. Puis je pense pas non plus, de toute façon, ben en fait, je pense que ça le démontre. Le fait qu'ils sont pas assez formés sur les droits, je pense que c'est pas une priorité. Autant du point de vue clinique que du point de vue politique, le droit de l'usager
surtout en santé mentale et en psychiatrie, c'est secondaire. Oui, je comprends, si tu leur poses la question, ils vont dire oui, c'est très important pour nous. En même temps, c'est tes actions qui démontrent si c'est une priorité. Puis tes actions, c'est que tu mets très peu de temps à former ton personnel, à connaître les droits. C'est ce qui m'amène sur le dernier point qui, à mon avis, a un gros impact. Ça suit à ce que je viens de dire, c'est où est la surveillance, l'encadrement de ces pratiques excessives-là? Parce que, comme on l'a nommé, oui, il faut faire des notes détaillées au dossier de pourquoi j'ai utilisé la mesure, puis qu'est-ce que j'ai utilisé, combien de temps. Mais malheureusement, bien que la majorité du personnel soit bien intentionné, je pense que c'est juste humain de vouloir se protéger son emploi, protéger son collègue, puis de dire, je pense même inconsciemment, de te convaincre que c'était bien, que c'était pas excessif, puis ça va transparaître dans la manière que tu l'écris à ton dossier, de dire, non, je l'ai utilisé de la bonne façon, au bon moment, c'était pas si excessif. Si tu demandais à la personne qui l'a vécu de l'écrire au dossier ce qui s'est passé, j'ai pas l'impression que ce serait aussi reluisant comme description. Donc là, c'est de dire, bon, peut-être qu'on peut pas demander à la personne qui l'a vécu d'écrire ce qui s'est passé parce que c'est un parti qui est impliqué, donc il est peut-être biaisé. OK, bien d'abord, on peut dire la même chose du personnel qui l'a exécuté. Il est impliqué, il est biaisé. Ouais. Fait que c'est là que, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui est prévu, une surveillance quelconque d'un tiers parti qui est pas lié au personnel qui est là, qui est pas un collègue du personnel qui est là, qui regarde objectivement, qui prend des notes objectives. Et ça permettrait de détecter plus souvent la pratique excessive. C'est quoi les droits des personnes qui font l'objet d'une mesure de contrôle? Bien, c'est sûr, premièrement, ça, je ne les répéterai pas, il y a tout simplement le droit de ne pas se faire utiliser cette mesure-là de manière qui va à l'encontre, justement, du droit qui est lié à la mesure de contrôle et de la manière de l'appliquer. Ça c'est ton droit, qu'elle soit appliquée de la bonne façon. Ça, c'est sûr. Que le protocole soit respecté. Que le protocole soit respecté, qu'elle soit utilisée de la façon qu'elle est prévue. Ça c'est la base. Mais également, je pense que c'est important de nommer qu'il y a... Quels sont tes autres droits en tant que patient ou en tant qu'usager qui seraient notamment en psychiatrie ou même dans tout le reste de l'établissement? C'est quoi tes droits qui sont là et qui persistent malgré le fait qu'on utilise une mesure de contrôle sur toi? Okay. Donc, c'est pas parce qu'on utilise la mesure de contrôle, tout ce qui a fait exception, c'est ta liberté et ton mouvement. C'est cette partie-là de ton droit qui est brimée. Tous les autres demeurent. Donc, dans les lois de la L4S, on parle d'être traité avec respect et dignité. On comprend que c'est difficile à réconcilier avec le fait que tu es en train de te faire une mesure de contrôle, mais c'est tel quel, c'est par la loi, il faut que tu le fasses de la manière la plus digne, la plus respectueuse. Donc, tu ne dois pas juste le faire et que ce soit super agressif. Il faut que tu essayes de continuer de soulager la personne, d'essayer d'essayer de parler, d'être en dialogue, d'essayer de la calmer là-dedans, puis d'essayer de le faire. C'est ça, avec respect, c'est important parce que on a déjà eu des situations évoquées, notamment là, en cours, comme quoi il y a certains établissements que pour les mesures de contrôle, c'était avant même de t'immobiliser, on te met à nu devant tout le monde. Bon, ben, c'est pas digne et c'est pas respectueux. Là, fait que tout ça doit quand même être conservé. Même chose, on entend beaucoup les personnes qui vont être attachées ou isolées, ben, on va jamais retourner la voir pour surveiller ce qui est illégal. Là, tu dois avoir une surveillance accrue tout le long. C'est pas juste de retourner la voir, c'est y demander peut-être as-tu besoin de quelque chose, est-ce que tu veux boire de l'eau, est-ce que tu veux. Tout ça doit être conservé dans le respect et la dignité et dans les bons traitements. Là. Très important aussi parce que ça, on voit une déviation au niveau de ce droit-là. Vous gardez votre droit au consentement aux soins. Donc, pas consentir évidemment à la mesure, parce que ça, cette mesure-là prévoit qu'ils peuvent te la faire sans ton consentement, évidemment, mais tout le reste des soins qui sont prévus on the side, à côté, si on veut, là, désolé de l'anglicisme, ben, tout ça, tu conserves ton consentement. Donc, souvent, on va être attaché, puis on va dire prends ton PRN, là, qui est en fait un médicament pour te soulager. Là. Prends tel médicament, puis on va peut-être te détacher ou quoi que ce soit. C'est un peu du chantage. C'est du chantage. Encore une fois, le consentement libre et éclairé n'est pas respecté. Ou même vont dire, mettons en intervention, après la mesure, ils vont dire, ben écoute, tu devrais ou tu dois, même des fois, le langage utilisé, tu dois
prendre telle médication pour éviter que ça réarrive, donc prends ça. Ben non, c'est pas parce que tu as déjà eu une mesure de contrôle qu'ils peuvent ensuite te donner n'importe quel traitement. Tu conserves le droit de dire non, merci, je veux refuser ce traitement, je ne veux pas prendre de médication. Et ça, ils ne peuvent rien faire à ce niveau-là. Tu conserves ton droit de consentement et ton droit de refuser les traitements. La L4S parle aussi que tu as le droit, en tant qu'usager de services de santé, de participer aux décisions qui te concernent dans ton plan, justement, de soins. Tu peux dire non, vous devez m'écouter parce que j'ai le droit de participer à mon plan. Vous devez considérer ce que j'ai à dire et c'est totalement vrai. Ou quand on parlait tantôt, là, tu parlais de planifier avant que ça l'arrive. Là, ben ça fait aussi partie de ce que je comprends là, de la participation aux soins. Exactement. C'est ce plan-là, il peut pas. Ben, il peut. Le psychiatre va arriver puis va souvent avoir son idée de voici le plan et voici ce qui va se passer. Mais tu as tout à fait le droit de participer à ce plan-là. Puis même, je pense que c'est démontré à plusieurs égards que, en fait, de toute façon, le plan, il va avoir une meilleure adhésion au plan si tu y as participé. Oui, puis c'est que, logique. puis que ça te correspond. Oui, Donc, puis que c'est personnalisé aussi à ta Exactement. situation, à tes besoins. Là. fait que non seulement ça fait plus de sens, premièrement, mais deuxièmement, ben, c'est la loi que tu as le droit de participer. Donc, même chose, tu continues d'avoir le droit d'être informé. Donc, si tu veux savoir quand est-ce que va finir la mesure ou c'est quoi mes droits là-dedans par rapport aux mesures, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas de faire en ce moment. Parce que des fois, tu connais pas tes droits, tu te fais attacher ou tu te fais isoler. Ben là, mettons, tu es isolé, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. C'est Ça stressant, finit là. quand? Ben ouais. Qui décide quand ça se finit? Puis c'est quoi, là? Parce que tu te mets souvent à paranoïer puis à agrandir ça, de dire, mon Dieu, jusqu'où ça peut se rendre? Ben, si tu as des questions. Ça aide pas à désamorcer une crise quand tu comprends pas ce qui est en train de se passer. Là, un peu comme dans une garde en établissement. Là, c'est ça, ouais. exactement. Fait que non seulement, je pense que ça devrait être encouragé par le personnel d'informer, parce que informer, c'est très utile pour désamorcer une crise, mais tu as le droit. C'est carrément un droit. Si tu poses des questions, ils doivent te répondre sur c'est quoi tes droits, puis c'est quoi qui se passe en ce moment, puis en quoi ça consiste. Même chose pour ton droit de téléphoner à des personnes, ben, pas pendant la mesure, évidemment, mais après, tu continues d'avoir le droit de téléphoner par la suite. Ton droit d'exercer des recours, ça, malheureusement, ça se rend même jusque-là de dire je veux me plaindre contre ce qui vient de se passer, puis on dit tu peux pas, ou quoi que ce soit, qu'on va tout simplement pas donner la bonne information. Non, tu as toujours le droit de faire une plainte contre quelque chose qui s'est passé. Faut pas se faire convaincre du contraire. Tu as toujours le droit à un recours. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus là-dessus? Tu sais, mettons, quelqu'un fait l'objet justement d'une mesure de contrôle qui est abusive ou qu'on se doute que peut-être que le protocole n'a pas été respecté. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est sûr que tu peux porter plainte. Donc, la première instance qu'on appelle le premier endroit où tu déposes ta plainte, a priori, par écrit ou verbalement, d'ailleurs, c'est pas obligé. Mais je vais quand même nommer en tant que conseiller. Je vous conseille de la faire par écrit lorsque possible, ou même pour ceux qui ont de la difficulté avec ça, essayer de trouver quelqu'un, notamment peut-être un conseiller en défense de droit que vous pouvez appeler pour qu'il vous aide à écrire la plainte. Mais je vous conseille de la faire par écrit parce que quand on la fait verbalement, nos propos peuvent être déformés, peuvent être mal écrits, donc ça peut être moins représentatif de ce qu'on pense vraiment. Donc, tu peux la faire de cette façon-là au commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement qui est en cause. En théorie, bon, si tu demandes au personnel c'est quoi la manière de le rejoindre ou de leur envoyer ta plainte, ils n'ont pas le choix de te répondre. S'ils sont un peu évasifs parce qu'ils ont des mauvaises pratiques, ben, tu peux demander à un conseiller en défense de droit, il va te dire où envoyer la plainte. Donc, ça va vraiment être là. Ensuite, bon, le commissaire va faire enquête. Si la conclusion te convient pas, que tu sens que tu n'as pas été écouté ou que la conclusion est mauvaise... Ouais. Ben là, ou qui ont tout simplement pas répondu à ta plainte. Là. Exactement. Ben là, tu peux aller en deuxième instance. Donc, tu peux l'envoyer à un autre endroit. Puis si tu es insatisfait, en fait, ça va être le protecteur du citoyen. Donc, tu peux envoyer ta plainte au protecteur du citoyen. C'est vraiment une autre instance à part qui est vraiment externe cette fois-ci à l'établissement. Parce que le commissaire aux plaintes est quand même lié à l'établissement. Et que là, tu vas au-delà de ça, puis tu fais ta plainte à un établissement qui est extérieur et qui n'est pas impliqué là-dedans. Même chose, elle va faire l'enquête, va faire ses conclusions, puis il peut y avoir des retombées dépendamment de ce qui s'est passé. Ensuite, bon, ben c'est possible que celle-là aussi n'aille pas dans le sens que tu voudrais.
à ce moment-là, la dernière manière qui te resterait, puis ça, tu peux le faire avant la troisième que je vais nommer, tu peux la faire avant de faire la première ou la deuxième. C'est juste qu'habituellement, ça va comme appuyer ta cause si tu as fait la plainte auparavant. Fait qu'on conseille quand même de suivre le processus normal. OK. Donc, commissaire en premier. Commissaire, OK. protecteur. Et ensuite, tu peux quand même tout simplement aller en cours. Tu as le droit de faire valoir ton cas en cours. Nous, ce qu'on voit le plus souvent et ce qui semble avoir le meilleur résultat, ça va être aux petites créances. Ouais. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un processus qui est souvent plus rapide, moins massif. Et aussi, en fait, on se représente là par nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de représentation par avocat. Ce qui, des fois, peut être un défaut, peut être une qualité. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que des fois, l'avocat ne va pas tout à fait le présenter de la manière qu'on voulait le présenter. Donc là, tu sais que tu vas l'amener de la façon que toi, tu veux l'amener puis la façon que tu veux le dire. Et il y a tout simplement aussi le fait qu'avoir un avocat, souvent, ça va coûter des ressources, des coûts, de l'argent. Puis c'est souvent ça qui va nous dire « Ah non, tu sais, je suis pas prêt à dépenser pour aller faire ça. » Aux petites créances, c'est ça, tu te représentes tout seul. Donc, il n'y a pas vraiment de coût. Et toi, au contraire, tu peux gagner justement un montant qui va t'être donné pour compenser ce que tu as vécu. Puis il y en a qui gagnent aux petites créances d'ailleurs. C'est ça, j'allais te demander. Ça vaut-tu la peine de faire ça? Il y en a qui gagnent. Je dirais pas que c'est la majorité, mais il y en a qui gagnent. Donc, moi, je le recommanderais. C'est sûr que, je comprends qu'une fois que tu as vécu une mesure de contrôle, tu n'es peut-être pas psychologiquement disposé à t'engager dans ce processus-là. D'un autre côté, il faut penser que des fois, c'est le contraire. Oui, c'est difficile, mais des fois, après ça, ça va te faire du bien. Au contraire, psychologiquement, d'avoir regagné ce pouvoir-là, de dire, je me suis pas laissé faire, je suis revenu à la charge avec ça. Puis que tu gagnes ou que tu gagnes pas, au moins, tu vas sentir que tu t'es pas laissé faire, puis tu as tenté quelque chose. Puis là, encore plus, si tu gagnes, évidemment, ça fait un grand bien puis une grande reconnaissance. C'est quoi que tu gagnes? C'est comme un montant d'argent, des excuses? Habituellement, en fait, oui, ils peuvent quand même demander. En fait, ils vont pas te demander nécessairement à ce que tu t'excuses, mais ça va être un peu implicite des fois qu'ils devraient le faire. Mais on parle vraiment habituellement de rétribution de montant d'argent pour compenser les subisses que tu as vécues. Fait que ça va habituellement vraiment être ça. Tandis que, mettons, pour les plaintes, comme plainte au commissaire ou plainte au protecteur, là, ça, il n'y a pas de rétribution d'argent, même si ta plainte est reconnue valide. Ça va être plus ce type de conséquences-là. Ça va être, ils doivent s'excuser envers toi, puis ils doivent changer leurs pratiques, ou ils doivent, des fois, une conséquence, on ne sait pas. Ça peut même se rendre... C'est sûr que c'est très, très, très rare qu'on voit ça, mais que il y a un du personnel qui a vraiment exagéré, qui a vraiment abusé, puis là, lui, il va peut-être avoir une conséquence de son établissement. Oui, ou mettons quelqu'un qui a reçu plein de plaintes, on peut peut-être se questionner aussi. Là, moi, c'est là que je veux en venir, que je pense que c'est important de le nommer par rapport au recours. On a nommé que ça se peut qu'en faisant votre recours, vous n'obteniez pas ce que vous voulez, que vous n'obteniez pas gain de cause. Et donc, on se dit, je veux-tu vraiment le faire, sachant que je suis même pas sûr d'avoir ce que je veux à la fin ou que ça soit reconnu. Mais nous, en tant que groupe de défense de droit, on veut insister sur le fait qu'on observe que des changements sont faits. En fait, à peu près les seuls changements sont toujours en réaction à la quantité de plaintes. Donc, il faut penser aussi à la qualité sociale, si on veut, de notre geste, que chaque fois qu'on souligne une plainte, ça permet de dresser un portrait de la situation. Donc, si tout le monde qui vivait ces situations-là, démesurées ou excessives, faisait une plainte, ça se verrait dans les chiffres par le nombre de plaintes. Puis ça attirerait nécessairement l'attention du politique de dire « Oh, là, ça commence à mal paraître, puis il y a un problème. » Donc, il faut penser à ça, même si on se dit « Bon, peut-être je n'obtiendrai pas gain de cause », le faire pour la cause en général et pour les gens qui vont être après vous puis qui vont peut-être la subir aussi. Il faut penser à ces impacts-là. Là. Donc, on encourage fortement de toujours faire une plainte si s'est passé cette situation-là. Puis oui, puis je fais quand même du pouce sur quelque chose que tu as dit. Là, on va se répéter, mais je pense que c'est quand même important de le dire. N'hésitez pas à appeler un organisme en défense des droits si vous subissez une mesure de contrôle qui est excessive, ou même si vous subissez une mesure de contrôle tout court, là, puis que vous savez pas trop est-ce que la loi a été respectée ou pas,
ben vraiment, appelez-nous, puis on va vous accompagner dans ces démarches-là, parce que c'est vrai que des fois, tu sais, ça peut être difficile de mettre sur papier, tu sais, de repenser à ce qui s'est passé, parce que, comme Frédéric, tu nous disais, tu sais, pour certaines personnes, ça peut être carrément des traumas, là, d'avoir Ouais, vécu c'est ça. ça. Donc, tu sais, nous, on est là pour vous soutenir, vous accompagner là-dedans, vous aider à savoir quoi écrire dans la plainte, faire en sorte que ce soit vraiment les faits. On peut aussi vous soutenir à aller chercher, par exemple, de demander votre dossier médical. Je sais pas si ça, tu voulais nous en parler aussi. Oui, c'est ça qu'effectivement, c'est sûr, tu as toujours le droit de faire une demande d'accès à ton dossier médical. D'ailleurs, tu peux aussi demander à ce que ton désaccord de subir la mesure ou d'avoir subi la mesure, tu peux dire je veux que ça apparaisse à mon dossier médical, que j'étais en désaccord, OK. puis que j'ai pas aimé la façon que ça s'est fait, puis tout ça. Tu peux nommer que ça soit écrit à ton dossier. C'est sûr que oui, effectivement, quand vient le moment de faire une plainte, ben autant toi, ce que tu écris ou ce que tu défends dans ta plainte, c'est sûr que c'est bon de voir qu'est-ce que le personnel a écrit pour voir à quel point de dire non, ils ont écrit ça, mais c'est pas la vérité, c'est pas comme ça que c'est passé. Donc, c'est bon de pouvoir se baser sur ce que eux disent pour pouvoir avoir le contre-argument. C'est très utile. Ouais, C'est ça. puis j'imagine aussi que ça donne une certaine crédibilité à ta plainte. Tu sais, on voit que tu as fait les démarches, que tu es allé chercher ton dossier, tu as regardé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été écrit à ce sujet-là. Tu sais, ça donne comme du jus, en fait, là, à ta plainte. C'est ça. C'est sûr qu'effectivement, plus tu entreprends toutes les étapes qui sont prévues, plus tu fais de démarches, que tu démontres ton sérieux dans la situation, c'est sûr que tout ça, ça l'aide dans les chances que ça Ouais. arrive. Puis c'est important aussi de voir ce qui est écrit parce qu'en fait, c'est principalement ça que regardent les instances qui regardent tes plaintes. C'est ce qu'ils font. C'est ils regardent ce que toi tu dis, puis après ça, ils s'en vont lire dans le dossier. Oui, des fois, ils vont parler carrément au personnel, mais surtout le commissaire aux plaintes, c'est surtout de lire le dossier. Donc, c'est des fois très important de savoir ce qui est écrit parce que ça t'aide justement à pouvoir le démentir quand c'est pas représentatif. Là. Tout à fait. Donc là, on a parlé surtout des solutions individuelles, donc quand on fait l'objet d'une mesure de contrôle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour améliorer la situation, pour faire en sorte que la loi soit davantage respectée? Bien, je pense que faut faire le lien, en fait, avec ce que j'ai dit par rapport aux causes, de qu'est-ce qui cause que ça soit utilisé de façon excessive. Puis j'avais notamment parlé de toute l'influence qu'a la culture, la philosophie de comment on voit la santé mentale, puis la stigmatisation qu'on a par rapport à ça. Si on veut avoir un impact que les gens en santé mentale, au final, soient mieux traités, qu'on soit plus respectueux de leurs droits, bien, commençons par être un acteur de ce changement-là, de la culture et de la philosophie. Tu sais, essayons de défaire quand on est devant un préjugé ou quelqu'un qu'on entend parler que, c'est ça, on voit quelqu'un faire un crime dans le journal, puis ça doit être un fou, un malade Ouais, mental, ouais. il doit être un schizophrène, quoi que ce soit. Défaire ce préjugé-là, c'est super important. Puis je comprends qu'on voit peut-être pas la portée d'un seul geste, mais en même temps, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, si tout le monde fait un peu, chacun de son bord, des mouvements, ben on a toujours l'influence sur quelqu'un à côté de nous qui, lui, va avoir une influence, qui, lui, va avoir une influence. Ouais. Fait que super important de ramener les faits qui ont été nommés, de les ramener à la réalité, de dire non, c'est pas vrai, c'est pas les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont le plus souvent les personnes dangereuses. Au contraire, c'est ceux qui les subissent. Puis c'est pas vrai que parce que t'es schizophrène que t'as plus de chances que ça arrive. Puis oui, vous pouvez pas nécessairement vous-même partir des gros projets, faire des capsules, des balados, Des recherches. des recherches, ouais. exactement. Par contre, rester informé de ce qui se fait justement par les mouvements, les groupes de défense des droits ou les mouvements en santé mentale, le mouvement de l'alternative en santé mentale, les associations. Vous pouvez tout simplement appuyer ce qu'on fait, appuyer Ouais, un mouvement. des déclarations communes, par exemple. Exactement. Ou une pétition, Ou participer à n'importe quel projet ou assister aux formations qu'on donne pour en savoir plus. Parce qu'une fois que vous êtes plus informé sur vos droits, parce que c'est ça aussi la culture et la philosophie, c'est pas juste briser le stigma, c'est pouvoir informer monsieur, madame, tout le monde qui vit des problèmes peut-être similaires et de lui dire « Hey, t'as des droits là-dedans, puis attends, là, tu peux faire des plaintes. » Puis en fait, c'est pas juste de faire une plainte une fois que tu vis la situation. C'est si toi, tu es à l'extérieur de la situation, tu sais ce qui se passe en psychiatrie, puis si tu trouves que ça n'a pas d'allure, il y a d'autres manières de faire part de son mécontentement, puis n'hésitez pas à faire part de votre opinion puis votre mécontentement, de dire « Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure, puis ça. » Puis un des moyens qui est sous-estimé
un député, c'est élu par le peuple, puis c'est à ça que ça sert, un député. Ça sert à écouter ce que les gens de cette circonscription ont à dire, puis c'est quoi leurs enjeux. Fait que, allez leur parler, écrivez-leur une lettre de leur dire, ben moi, cet enjeu-là, je pense que vous devriez en parler plus dans votre parti politique, quoi que ce soit. Faut pas lâcher le bout, faut absolument reprendre notre pouvoir en tant que citoyen, se faire entendre, c'est extrêmement important, là. Frédéric, est-ce que tu voudrais nous parler de la position du collectif en défense des droits de la Montérégie sur les mesures de contrôle? Oui. En fait, c'est sûr que notre demande étapiste, si on veut, dans le moment présent, c'est au minimum que les objectifs des orientations ministérielles soient respectés, donc notamment la réduction des mesures de contrôle et même, c'est évoqué, la réduction ou l'élimination. Donc, nous, on voudrait que minimalement ça soit respecté pour le moment, mais à terme, ce qu'on vise, nous, notre position, ce qu'on aimerait qu'il arrive, c'est bel et bien l'élimination complète des mesures de contrôle. On pense que vraiment, c'est pas nécessaire que ça existe dans ce genre de situation-là, de toute façon. Si ce que tu nous as décrit tantôt en amont, si ça s'était réellement appliqué, ben certainement qu'on n'en aurait juste pas de besoin. Ben exactement. Puis encore une fois, il y a d'autres recherches à date qui démontrent que les fameuses mesures de remplacement, donc tout ce qui peut être fait pour éviter ça, dans les projets pilotes dans lesquels c'est utilisé, ça a le même rendement, si tu veux, la même utilité que lorsqu'on utilise des mesures de contrôle, voire même meilleures dans différents cas. Fait que vraiment, tout semble démontrer que c'est pas nécessaire, tout simplement, là. Puis en plus, je l'ai parlé tout à l'heure qu'il y a vraiment une incongruence entre le soin thérapeutique puis l'utilisation de force et de mécanique physique de même et d'agression, si on veut. J'en profite pour dire que c'est pour ça qu'on a d'ailleurs la journée nationale non aux mesures de contrôle. On fait partie de l'organisation de cet événement-là à chaque 15 mai, qui est une date symbolique par laquelle il y a eu un recours collectif qui a été gagné par une personne qui les a subi, les mesures. Donc, elle les avait gagnées avec l'appui et l'aide du collectif Défense des droits. Et c'est ça, depuis ce temps-là, le 15 mai, la journée nationale, où est-ce qu'on célèbre ça et où est-ce qu'on propage notre position, qui est la journée non aux mesures de contrôle. Donc, c'est dit tel quel, c'est la journée où est-ce qu'on fait valoir notre opinion d'enlever, d'abolir ces mesures-là. C'est ce qui conclut cet épisode de Plein Notre Casque, un balado d'Action Autonomie. On tient à remercier la personne anonyme pour son témoignage, Frédéric du collectif en défense des droits de la Montérégie pour l'entrevue et Pablo Roy-Avilan pour le prêt du matériel et la post-production. Dans le prochain épisode... Je voulais juste partir de là. Ça faisait pas de sens que je me retrouve là. Ils m'ont pris comme entre 4 personnes, ils m'ont menotté, ils m'ont attaché au lit. J'ai dit, OK, attachez-moi, c'est correct. Humiliez-moi, comme vous voulez, je suis habitué. Mais ne m'injectez pas, parce que si vous m'injectez, ça va avoir des conséquences sur ma santé physique. Là. Ils ont dit, comme c'est le protocole, on n'a pas le choix.